Il a été conseiller de la DATAR, et chargé des entreprises et des territoires. Sa carrière s'est consacrée au développement des territoires, notamment ruraux, au développement des entreprises, de leur mise en réseau et du développement de leur environnement institutionnel et au renforcement des actions de développement local et des dynamiques de projet. On pourrait dire encore plein de choses. Je voulais quand même dire qu'il a été à la tête de la Fédération des parcs naturels régionaux et il est administrateur d'AgriSud, qui intervient, vous savez, dans les pays émergents pour créer des unités maraîchères, dédiées aux familles pauvres et il est administrateur du collectif Ville-Campagne qui œuvre en faveur de l'accueil de nouvelles populations en milieu rural. Voilà, je vous laisse la parole. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, monsieur Gassambine. Pas du tout. Vous avez tout dit et je n'ai plus qu'à me taire. Non, moi je vais. En tout cas, merci à Madame Gillin, c'est très 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 gentil ce que vous avez dit. Et je suis extrêmement heureux d'inaugurer finalement, parce que je crois que je suis le premier, la séquence Homme et espace, quelle relation, pour laquelle M. Boucharin m'a demandé d'intervenir sur un thème Oui, il y a le bruit. qui m'a paru difficile en ce qui me concerne, sur les espaces transfrontaliers, le franchissement légal et illégal des frontières au sein de l'espace Schengen. Tout ça parce qu'à la DADAR, pendant 4 années, je me suis occupé des fonds européens. Mais ça ne suffisait pas pour pouvoir parler de façon docte et suffisante, des espaces frontaliers. Et c'est la raison pour laquelle je lui proposais un sujet qui me semblait bien illustrer les liens forts et bien organisés entre hommes et territoires à travers les parcs naturels régionaux, que je considère comme un modèle de formalisation des relations hommes et territoires. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il l'a accepté, et je l'en remercie, je viens ce soir vous parler des parcs naturels régionaux. Je voudrais surtout vous parler de l'organisation que ces parcs ont mis en place pour mettre en relation permanente les hommes et les territoires, c'est-à-dire les acteurs du territoire avec leur environnement naturel, économique et social, principalement. Je voudrais juste faire un petit historique très rapide au départ pour dire que les parcs sont nés en 1967 d'une initiative qui a été prise par Olivier Guichard, qui était alors délégué à l'aménagement du territoire. Il sera plus tard ministre de l'aménagement du territoire. Partant de l'idée que c'est assez curieux que les cités du nord de la France dont le charbon avait cessé de développer l'activité donnait lieu à des zones sinistrées, disons-le comme ça, et sur lesquelles il fallait un espace de vie. Et c'est à cette occasion qu'il a envoyé l'un de ses agents, l'un de ses chargés de mission de la DATAR aux États-Unis pour voir comment les parcs fonctionnaient. Et il est revenu avec une toute autre idée, mais qui a quand même conduit à la création du premier parc, qui est le parc de Scarpe-Escaut, donc dans le nord, et qui était là vraiment comme poumon, comme zone de respiration pour les populations de cette région. Et on s'en est suivi très vite derrière d'autres parcs, mais qui étaient eux beaucoup plus ruraux, notamment le parc du Finistère, notamment chez nous le parc des Landes de Gascogne, qui sont des parcs dont la vitalité ne tient pas du tout à l'activité urbaine, mais beaucoup plus donc au milieu rural. Mais j'y reviendrai parce que le rôle des grandes villes autour des parcs est tout à fait important. Alors je me suis permis de vous préparer un diaporama, si toutefois il veut bien marcher, sur le... Est-ce qu'il y a une image avant? Pardon. Non, il ne marche pas bien. Voilà. Merci. Je pense que le diaporama fonctionne. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème au niveau de votre branchement casque, Monsieur Gastambide, parce qu'on a un petit bruit de fond. Je me demande si ça ne vient pas de chez vous. Oui, mais si j'enlève le casque... Non, 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 ne l'enlevez pas, mais là, voilà, des fois ça disparaît. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça vient du casque aussi. C'est peut-être mon ordinateur qui est trop vieux aussi.
impossible. Bon, ben, écoutez, c'est pas grave. Peut-être il chauffe, on entend le ventilateur en fait. Oui, c'est le ventilateur, oui. Le ventilateur, moi aussi, je l'entends. Bon, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ce qui compte, c'est ce que vous allez nous présenter, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prendre le premier slide Alors, dans mon machin? revenez en arrière peut-être dans votre partage. Là, vous êtes sur une photo, vous n'êtes pas sur. Là, vous nous présentez une photo, vous n'êtes pas sur un diaporama en fait. Si vous voulez, je peux fermer ce document. Oui, on peut le fermer. Alors, attendez. Je vais vous enlever l'option de partage, puis je vais la remettre. Hop, voilà. Et je la remets. Donc, vous pouvez à nouveau partager un autre document. Il faut ouvrir le document sur votre bureau que vous souhaitez nous présenter et ensuite cliquer dessus en partageant l'écran. C'est ce que je n'avais pas fait, je pense. Voilà, j'y suis. Et alors, donc maintenant, je reviens sur Zoom. Non, je reviens là-dessus. Non, ça n'est pas besoin. Ah, je vous ai perdu. Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend. Pourquoi je ne trouve plus C'est vraiment pas fort. Hein? C'est un peu limite comme. On vous entend pas très fort en fait, mais. Je vais m'approcher de mon écran. Voilà. Il n'y a que comme ça que je peux arriver à être plus clair. Attendez, mais d'abord, j'aimerais bien quand même arriver à manipuler mon machin. En principe, normalement, je voudrais avoir le mode plein écran et ça devrait se faire. Voilà. C'est bon. Ça y est. Ouf. Alors là, on voit pas votre écran. On vous voit vous, mais on voit pas votre écran. Ah, ça c'est fâcheux. En fait, il faut aller sur partager l'écran ou écran partagé. D'accord. Alors attendez, il faut que je revienne en arrière maintenant. Alors, voilà, là vous voyez. Non, On voit tous les visages. On voit tous les visages, mais on voit pas votre écran en fait. Bon, alors donc il faut que je revienne. C'est ça que je vous cherchais tout à l'heure. Je ne vous vois que vous, Monsieur Lefebvre. C'est ça qui m'inquiète. J'aimerais bien vous voir les autres parce que il faut mieux voir les autres que moi, c'est sûr. Je trouverai mon écran partagé. Mais je n'arrive pas à revenir. Je vous prie de m'excuser de ça. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est la première fois que je fais une conférence en télé. Vous savez, alors, pardonnez l'expérience. Vous inquiétez pas, Monsieur Gaston Bide, on tâtonne tous. C'est désagréable, écoutez, franchement. Il n'y a pas de problème. Alors après, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Sinon, il faudrait que je prenne la main sur votre ordinateur pour que je trouve votre document, mais ça ne se fait peut-être pas. Mais non, mais moi j'aimerais bien quand même vous. Ça m'énerve, ça. Pourquoi est-ce que il faut ça? C'est bon. Bon, bah, écoutez, je vais revenir carrément en arrière sur. Est-ce que le document que vous voulez nous présenter est ouvert sur votre bureau? Oui, il est ouvert sur mon bureau. Alors, si vous cliquez sur la flèche verte « Partager l'écran », dans Zoom, il faudrait… Mais oui, mais Zoom ne veut pas revenir. C'est ça qui m'énerve. Allez en bas d'écran. Ben oui, en bas de l'écran, il y a écrit « Écran partagé ». Tout à fait, quand vous amenez votre souris en bas d'écran, ça devrait apparaître. Non, mais peut-être que c'est en petit, peut-être qu'il s'est mis en petit Zoom, il faudrait le réagrandir. Mais quand j'appuie sur ma petite fenêtre en bas de l'écran Zoom, rien ne vient, ce qui est absolument anormal. C'est ça qui me… Alors, moi, ils disent partager Alt plus S, capital. Alt, c'est contrôle. Non, Alt, c'est pas contrôle. Le contrôle Alt, c'est à côté de contrôle, juste à droite. Sur l'ordinateur, non. Mais ça dépend des ordinateurs, je présume. Bon, écoutez, je vais continuer. Ah oui, moi j'ai un Mac. Non, mais si vous avez préparé un document, ou alors si vous voulez, vous l'envoyez… Mais non, mais je peux le passer, je peux vous le présenter. Ah oui. Ça, vous voyez, ça, j'ai pas de problème. Mais ça, je ne vous verrai pas. Pour le moment, je ne vous verrai pas. Voilà. Bah, c'est pas grave. Pas grave. On va vous voir, nous. C'est bien. Alors,
Là, on ne voit pas votre écran partagé. Je ne sais pas si vous voulez le partager, mais nous, on vous voit vous, mais on ne voit pas votre écran. On ne partage rien. Oh, la vache. Ça, c'est Alors, vraiment- ce que je vous propose, Sinon, vous Monsieur nous l'envoyez Gastambide, par mail et puis oui, ce je que vais, j'allais dire. je peux te nommer animatrice, Christine, et monsieur Gastambide, s'il a il a ton mail, Christine, il te l'envoie par mail. Oui, Tu vas savoir le faire. Oui, je ça, ne suis pas sûre que je saurais le faire. je peux vous l'envoyer à vous, Pascal, non? Oui, oui. Alors moi, ma difficulté, c'est que j'ai une autre réunion à 20h30 parce que j'ai la commission immobilière de l'église, donc je suis un peu coincé. Oh, je suis vraiment confus. Alors, attendez. Probable. Je vous envoie. Donc, je vais y arriver. Excusez-moi. Alors, les parcs naturels régionaux, depuis 1967, ils se sont multipliés. Et aujourd'hui, nous en avons 56 que vous voyez sur la carte en vert. Et en particulier ceux qui connaissent un peu la région. En Nouvelle-Aquitaine, le plus ancien, c'est les Landes de Gascogne. Le plus récent, c'est le Médoc. Il a 1 an et demi, 2 ans. Il y a le Périgord-les-Mousins, qui est assez ancien. Il y a la Brenne, dans l'ex-Poitou-Charentes, ainsi que le Loire-Anjou-Touraine, qui est un parc très très important sur le plan de ses activités, et le Marais poitevin. Plus le plateau de Millevaches, enfin Millevaches en Limousin, qui est sur le plateau de Millevaches, donc dans l'ancien Limousin. Je ne parle pas des autres qui sont dans les régions voisines, parce que sinon vous n'en sortirez pas, mais c'est pour vous dire que ces territoires n'ont fait que croître et embellir depuis qu'ils sont nés, et la demande continue aujourd'hui d'en créer. Ce qui fait que environ 15% du territoire aujourd'hui est couvert par des parcs, ce qui est intéressant, et que ça concerne bientôt 5000 communes. Sur les 30, un peu moins de 36 000, c'est pas mal, et il touche 76 départements. Et en tout, 4,5 millions d'habitants sont dans des parcs. C'est pour simplement signifier que territorialement et démographiquement, ils ont un sens et j'ai presque envie de dire un poids dans la mesure où ils représentent quelque chose qui n'est pas qui est plutôt significatif par le montant de ces chiffres. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que ce sont des territoires ruraux, donc tous, en dehors de ceux du Scarpesco ici, qui est évidemment beaucoup plus urbain. Il y en a d'autres qui le sont assez, par leur proximité d'une ville. Mais ce sont tous des parcs ruraux et tous habités. Ce qui est important à dire parce que les parcs, on pourra y revenir si vous voulez, les parcs nationaux, il y en a une dizaine. Les parcs nationaux ne sont pas dans le cœur du parc, ne sont pas habités. Ce sont des zones beaucoup plus protégées dans lesquelles il y a des dispositifs de régulation de la circulation et de l'activité beaucoup plus contraignants, ce qui n'est pas le cas des parcs naturels régionaux, qui sont donc d'abord des territoires habités, ruraux, et qui, ça c'est l'essence même, qui constituent une entité naturelle et paysagère particulière. C'était particulièrement le cas dans le Médoc, où l'aspect littoral de l'embouchure de la Gironde et de la zone de pins, de la zone forestière, ont constitué des éléments clés de l'identification de ce parc. Et c'est pour ça qu'on a considéré qu'il avait une réelle identité et qu'il a pu être accepté récemment dans le dispositif de légalisation. Ce n'est pas le mot. Dans le dispositif qui fait que le Premier ministre prend un décret pour créer un parc. Voilà. C'est plutôt... Alors aussi pour décrire un tout petit peu plus leur renaissance, ils sont créés à l'initiative des régions, ce qui était le cas du Médoc, là c'est vraiment Alain Rousset qui l'a voulu, et que le classement, je viens de le dire, est pris par le Premier ministre, mais avec l'adhésion des communes. Et ça, c'est un élément extrêmement fort de la cohésion des parcs, c'est qu'il faut que les communes délibèrent toutes sur le même texte pour adhérer à la charte du parc. Je reviendrai sur la charte. C'est un projet avec un plan de parc, avec des statuts, qui est très long à constituer, mais auquel les communes doivent toutes adhérer dans les mêmes termes.
c'est très lourd comme dispositif. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la constitution d'un parc est très longue. Celui du Médoc a pris plus de 7 ans entre le démarrage, où on a commencé à faire une première étude un peu technocratique, si j'ose dire, et ensuite la participation des habitants et des élus et des acteurs économiques pour essayer de constituer une charte. C'est un processus d'une très grande lenteur. Et ensuite, dans le processus d'adhésion, également, c'est un processus extrêmement long. Pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui naît comme ça d'une volonté brutale, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et qui donne lieu à une adhésion, je dirais presque profonde, de la part du territoire, en tout cas de ses acteurs, pour constituer le parc. Et pour reprendre l'exemple du Médoc, parce que c'est quand même bien proche, c'est ce qui est arrivé donc il y a à peu près 2 ans, avec un réel succès. J'ajoute que cette charte, pour être tout à fait complet, est renouvelable tous les 15 ans. Au départ, c'était tous les 10 ans. Mais on s'est aperçu que une fois qu'on avait fait la charte, il fallait déjà commencer à réfléchir à son bilan au bout de 8 ans et commencer à préparer une nouvelle charte, ce qui prenait énormément de temps, presque le même temps que au moment de la création. Donc, on l'a déplacé à tous les 15 ans, ce qui est un renouvellement intéressant, mais ce qui veut dire aussi que ça oblige les responsables du parc à repenser l'avenir de leur territoire et les valeurs de leur territoire, ce qui donc donne une actualité constante au parc. Ça, c'est un élément intéressant. Il n'y a rien de figé dans un parc. Ils sont toujours en route, du moins dans une dynamique, et ce qui les rend toujours d'actualité, ce qui actualise constamment leur territoire, leurs données, leurs acteurs. C'est ça qui est intéressant. J'insiste aussi sur la très grande variété des parcs. C'est l'illustration de ces photos qui sont prises. C'est celui du centre, le parc du Queyras, avec la photo de Rochebrune. C'est un parc petit, puisqu'il n'a que 3000 habitants, mais il y en a d'autres qui font pas loin de 50 000 habitants. C'est donc des parcs d'une très très grande variété. Et en haut à droite, effectivement, vous avez le parc de Gascogne pour vous donner d'autres illustrations. Mais beaucoup sont littoraux et montagneux, principalement. C'est principalement des parcs du littoral et de la montagne. Alors, l'émission du parc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais je préférais quand même qu'on en ait un petit peu parlé, c'est d'une part de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel par une gestion tout à fait précise. C'est le but principal, mais c'est pour moi pas le but premier, ce sera un peu exagéré, mais il y en a un autre qui me paraît tout à fait essentiel, c'est de contribuer à l'aménagement du territoire, et plus précisément de contribuer au développement économique du parc. C'est-à-dire qu'un parc, il n'est pas figé dans son activité, il doit favoriser l'activité existante d'une part, et susciter la création d'activités nouvelles. Il y a un exemple intéressant dans le parc des montagnes de Reims, à côté de Reims, qui est un parc très beau, avec assez vallonné, et qui devait faire l'objet à un moment d'une traversée par le TGV et par une ligne à haute tension. C'était un conflit qui a duré très longtemps entre les élus du parc et les autorités qui avaient évidemment mettaient en avant l'intérêt public de ces deux constructions. Et c'est finalement évidemment l'intérêt public qui a dominé, mais ça a provoqué la démission de la présidente du parc de l'époque. C'est pour vous dire que il y a un conflit des conflits qui peuvent être générés. Dans le cas du parc de la montagne de Reims, ça a été finalement le côté public qui l'a emporté, certes, mais avec quand même une certaine reconnaissance de la part de beaucoup d'autres élus du parc de la nécessité de construire ça. Je dirais même dans un autre contexte que le parc de Loire-Anjou-Touraine, si je ne m'abuse, abrite une centrale nucléaire. Alors, on ne peut pas dire que c'est le parc qui abrite une centrale nucléaire, puisqu'elle existait avant le parc, mais en tout cas, pour vous dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité.
ces deux vecteurs propres à chaque parc, qui sont donc la protection, la valorisation, je préfère dire, des paysages et du patrimoine, et la contribution au développement économique, c'est vraiment là l'essentiel de la raison des parcs. Et une troisième vocation qui est tout à fait importante aussi, c'est celle de l'accueil, de l'éducation et de la formation du public. Pourquoi l'accueil et l'éducation? Parce que les parcs doivent recevoir en particulier des jeunes des écoles et des collèges pour leur apprendre justement les questions relatives à l'environnement et au développement durable, dans lequel, en général, les parcs sont assez équipés, en tout cas assez une certaine force. Et ils nous ont droit, ça c'est dans les statuts du droit des parcs, qui est un droit qui avait été qualifié de gazeux à l'époque où il avait été créé, parce que le juriste ne s'y retrouvait pas. Il a droit de conduire des actions expérimentales, ce qui est un avantage incontestable, mais il s'en sert relativement peu. En tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup d'exemples dans le passage à la Fédération des parcs, mais en tout cas, c'est une ouverture qu'ils ont et que beaucoup de communes aimeraient avoir aussi, et pouvoir, surtout à l'heure actuelle, se développe beaucoup plus le côté expérimentation propre à chaque territoire et à chaque collectivité. Ça va? Vous n'avez pas de questions? Si vous avez des questions précises sur quelque chose que je ne me suis pas assez expliqué en dehors du débat, n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce qu'il est possible que vous vous rapprochiez de votre écran pour qu'on entende un peu mieux? Il est possible que je m'approche de l'écran si j'arrive à tirer le fil. Merci. Alors, le parc est constitué dans une gestion, je vais rapidement passer là-dessus aussi, c'est sa caractéristique, donc une gestion et d'un financement multi-acteurs, parce que, j'y reviendrai dans la diapositive suivante, le parc c'est un syndicat mixte juridiquement, c'est-à-dire une assemblée de collectivités territoriales auxquelles peuvent s'adjoindre, il peut être ouvert, auxquelles peuvent s'adjoindre les chambres consulaires. Mais c'est le syndicat mixte, donc composé des élus des communes, mais également de la région et des départements, s'il y a plusieurs départements, qui ont signé la charte, qui ont tous signé la charte, constitués ensemble, donc ce sont tous des élus, qui constituent le syndicat mixte, qui est l'organe de décision des parcs. Ils vont associer ils associent à leurs travaux les acteurs locaux à travers différentes commissions sur lesquelles je vais revenir dans un instant, et ils disposent d'une équipe technique pluridisciplinaire. Et je dois dire que ça, c'est aussi une grande force des parcs, c'est que si parmi eux, parmi les parcs, parce qu'on les a souvent comparés aux pays, vous avez les pays qui sont de ces outils de développement local, qui consistent à avoir une petite structure qui est souvent un syndicat mixte ou une association, enfin maintenant c'est plutôt un syndicat mixte, qui agit sur le développement local. On les a souvent comparés aux pays. En fait, ils sont beaucoup plus costauds que les pays, par la simple raison qu'ils ont des financements plus importants et une équipe, surtout une équipe de techniciens, souvent d'ingénieurs, de très haut niveau parfois, importante, ce qui est d'une rareté extrême en milieu rural, il faut le voir. Avoir 35 personnes qui travaillent au développement d'un territoire en milieu rural, et parmi eux avec des hauts gradés, si j'ose dire, en tout cas des personnes qui ont fait des études approfondies et qui sont là soit pour la défense de la nature. J'ai rencontré en particulier un spécialiste des oiseaux dans le parc de la Brenne, qui était extrêmement féru de l'oiseau, mais à un degré qui vraiment qui m'a laissé un souvenir vraiment émerveillé. Mais également des agents j'insiste là-dessus, des agents de développement économique très costauds, des ingénieurs des ponts qui peuvent y entrer. C'est vraiment une équipe, c'est un avantage
qu'on ne voit pas, mais qui est considérable dans le développement d'un territoire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le parc du Médoc s'est constitué, dans cette région, vous savez, qui est quand même une région assez difficile, qui est en tout cas assez pauvre, je me suis vraiment beaucoup réjoui de la constitution de cette équipe du parc, parce que pour moi, ça apporte un sang très vigoureux. Je ne dis pas forcément un sang neuf, en tout cas par leur quantité, ne serait-ce que par leur quantité, mais également leur qualité, un sang très vigoureux pour le développement de ce territoire. Et au total, les 56 parcs réunissent 2300 agents, ce qui est quand même beaucoup. Alors, c'est pas tant pour ça que je voulais vous parler des parcs naturels régionaux, et j'en viens là davantage maintenant à ce pourquoi M. Bouchard m'avait demandé d'intervenir sur Hommes et espace, quelle relation. Je considère que les parcs sont des lieux exemplaires d'un centre de décision qui est en réseau permanent avec plusieurs satellites qui réunissent au total tout ce qui constitue le territoire. Comme par exemple, si vous êtes visiteur ou usager du territoire, comme vous avez en haut à droite, vous pouvez très bien faire connaître votre proposition ou votre critique, ce que vous avez votre projet, si vous avez un projet, à travers soit une association, soit en vous rendant directement auprès de l'équipe technique. Donc, et tout le monde a accès à ce dispositif. Et c'est ainsi que les habitants, évidemment, à travers les organismes socioprofessionnels et les associations, et le comité syndical qui constitue, comme je viens de le dire, le cœur du dispositif de décision, avec le directeur et l'équipe technique que vous voyez au centre, sont entourés de commissions, commissions thématiques s'il y a des thèmes forts, comme par exemple dans les parcs littoraux, c'est peut-être la question ça y est, le nom est parti, de la bande littorale. Il y a un comité d'évaluation pour évaluer les actions, mais surtout un comité de développement avec des gens qui peuvent être vous et moi. Hein, c'est absolument, c'est extrêmement ouvert. Et donc sur les comités de développement qui fait des propositions d'actions de développement ou qui suit les actions qui ont été lancées, c'est tout à fait un élément tout à fait important. On l'appelle également, que c'est écrit en dessous, la conférence territoriale. C'est un petit peu différent parce que la conférence territoriale réunit les élus des communes et des intercommunalités dans un but plus technique, plus de développement. Parce que les élus des communes et des intercommunalités, comme les élus des régions et des départements, constituent le comité syndical. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir de décision, mais parmi eux, certains peuvent faire partie d'un comité ou d'une conférence territoriale. Il y a également, le parc du Médoc en est doté, je reprends souvent le parc du Médoc parce qu'il est tout neuf, un conseil scientifique dans lequel on retrouve des universitaires, ce qu'on appelle des érudits locaux, je trouve que le terme n'est pas tout à fait bien choisi, et également des chercheurs, et qui proposent éventuellement de mener des travaux ou de valoriser les résultats des travaux qu'ils ont conduits à travers le parc. Ces conseils scientifiques sont tout à fait importants. Il y en a un au niveau national également qui réunit des chercheurs sur la réflexion qui sont engagés au niveau des parcs naturels régionaux. Et donc, les élus, j'insiste beaucoup là-dessus, des régions, des départements et les élus des communes constituent le comité syndical, mais s'ajoutent à cela les élus des villes périphériques. Les villes périphériques ont un rôle considérable parce que, d'abord, le parc constitue souvent un peu le jardin de ces villes. Si vous allez par exemple en Chartreuse ou dans le parc de la Chartreuse ou du Vercors, Grenoble a deux parcs qui sont entre les deux, a deux parcs sur lesquels les Grenoblois se promènent très très facilement. Dieu sait s'ils sont beaux. De même que Bordeaux et pour le parc du Médoc, comme pour
le parc des Landes de Gascogne, la ville porte, on appelle ça les villes portes. Donc ces villes ont un rôle important dans la vie du parc parce qu'ils suivent la vie du parc et sont des financeurs pas négligeables. Donc c'est tout à fait intéressant. Et le parc constitue pour elles d'une part des zones de divertissement, en tout cas de promenade, mais aussi quelquefois des laboratoires pour faire des recherches sur du développement agricole ou même voire du développement touristique. Donc c'est pour ça que dans cet ensemble qui est intitulé Structure de gestion commune, le syndicat mixte, ça me paraît une façon de répondre aux besoins de relations entre hommes et territoires qui m'a semblé exemplaire. C'est pour ça que je me suis permis de vous le présenter. Maintenant, on peut en discuter. En tout cas, c'est quelque chose qui est pour moi très fort, que je ne connais pas. Je ne connais pas tout, bien sûr, mais que je ne connais pas de façon aussi officialisée et aussi, je dirais, presque indépendante. Parce que les parcs nationaux, en particulier, sont beaucoup plus, eux, gouvernés par l'État, qui les finance, enfin, en tout cas, qui les a financés très largement. Et ce sont des fonctionnaires, souvent, qui sont agents de ces parcs. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on a là un modèle du genre qui, pour moi, a préjugé pas mal toutes les questions du développement partagé et des réunions excusez-moi, c'est le moment on a trouvé des bref, des réunions où on décide ensemble. Voilà. Des réunions de discussion et où on décide ensemble. Voilà, ça c'est très très fort. Enfin, j'espère que j'aurai été assez clair là-dessus. En tout cas, si vous voulez revenir, tout sera avec grand plaisir. Alors peut-être un mot encore sur le budget intervention des parcs. Et en gros, un parc dépense en moyenne près de 3 millions par an, 3 millions d'euros par an, et qui est le plus largement financé par les régions. Il est écrit là 38%, mais c'est souvent 50% que les régions apportent au parc pour leur fonctionnement et leurs investissements. Les départements également, et bien sûr les communes et le PCI, mais les communes ne sont pas forcément très majoritaires dans le financement des parcs auxquels elles appartiennent. Il y a aussi les financements de l'État qui ne sont pas énormes, qui n'ont pas beaucoup bougé depuis la création des parcs, pour tout vous dire. Donc c'est pour dire que ça ne va pas très loin. Et les fonds européens qui interviennent aussi pour des actions, mais là qui sont des actions définies sur des critères de financement qui répondent aux ouvertures sur lesquelles les fonds sont créés. Voilà. Sur les espaces naturels en France, c'est pour vous dire un mot sur je ne pourrais pas dire les concurrents des parcs, mais en tout cas sur les parcs nationaux. Ils sont au nombre de 10 et couvrent 5, et leur cœur, c'est-à-dire la zone intouchable, si je veux dire, dans laquelle on ne construit pas et on ne se développe pas, constitue 50 000 km². Et les parcs naturels régionaux sont donc eux de 56 et non plus 10 et couvrent 80 000 km². C'est 14% du territoire. C'est pour vous donner les éléments de comparaison avec le parc national. Et puis par ailleurs, pour ceux qui en ont entendu parler, il existe, créé par Bruxelles, les zones Natura 2000, qui sont souvent gérées par les parcs, qui elles aussi couvrent 80 000 km², mais qui recouvrent en grande partie les parcs, mais pas complètement. Et les parcs naturels marins, nous en avons un ici, en tout cas en Gironde, du côté d'Arcachon. Et puis les réserves naturelles, alors là, qui sont d'initiative soit d'État, soit de la région, soit encore du département, et qui sont beaucoup plus légers en termes de capacité d'action, et qui couvrent donc une trentaine de mille de km². Et puis le Conservatoire des espaces naturels, qui lui achète des territoires
Donc, il y en a pour 1100 km², à côté du Conservatoire du littoral, qui lui en a aussi pour près de 1000 km². Voilà. Et au total, ça voudrait dire que 38% du territoire national terrestre est protégé. Protégé d'abord, ce sera entre guillemets, et 38%, c'est difficile à calculer puisque ces zones se recouvrent souvent, pas entre les parcs naturels régionaux et un parc national, mais avec les zones naturelles 2000 ou les réserves naturelles, là, il y a souvent des couvertures conjointes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en quelques mots pour vous parler de ces parcs naturels régionaux. Évidemment, de continuer à discuter avec vous si cela vous paraît le mériter. En tout cas, je serai très heureux de pouvoir répondre à vos questions ou en débattre avec vous. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé très riche et très complet qui a retenu toute notre attention, qu'il s'agisse des questions relatives au parc du Médoc, mais des questions plus générales portant sur les régions rurales, enfin les autres parcs, je veux dire. Je pense qu'il va y avoir des questions. Personnellement, je n'en ai pas pour l'instant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Jean-Pierre. Je voulais poser une question à Marc. Dans un de ces transparents, il est indiqué que 9 des 13 réserves mondiales de biosphère étaient en France. Et alors donc, c'est vraiment très impressionnant. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, ça, c'est vraiment la question piège. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces réserves mondiales de biosphère sont relativement éparses. Je sais qu'il en existe une importante dans la forêt de Fontainebleau et qu'elles sont gérées en général, en tout cas, elles ont souvent été créées à l'initiative de l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale des conservatoires naturels. Voilà, c'est ça. Il me sera difficile de vous en dire plus parce que c'est une disposition internationale sur laquelle je n'ai pas eu l'occasion de me pencher beaucoup, mais je pourrais essayer de me renseigner sur ces dispositions. Est-ce qu'il y a un point particulier qui vous intéresse? Bon, écoutez, j'ai connu celle de Fontainebleau. Je me souviens que quand on faisait des randonnées dans cette forêt magnifique, on tombait sur la limite de cette réserve et il fallait faire le tour, bien sûr, puisque on ne pouvait pas pénétrer dans cette réserve. Et alors, donc, voilà, ça m'intriguait un peu. Non, mais il y en a plusieurs. Je ne me rappelais pas qu'il y en avait 13, pour tout vous dire. Mais je peux peut-être essayer de trouver la carte des aires de biosphère. Je vais essayer de la trouver d'ailleurs. Ça m'intéresse parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important à voir. Et je ne manquerai pas de le transmettre à Madame Gillin si je peux mettre la main dessus. Merci. Jean-Pierre, tu avais une question? Oui, en fait, une première question. Bon, j'ai été pendant longtemps, à l'occasion de vacances dans les Alpes, usager d'un parc national, mais en fait, il y a très peu d'informations qui sont portées à la connaissance du public sur le fonctionnement des parcs nationaux et par conséquent, je suis heureux d'apprendre que j'aurais pu dire quelque chose. Ça, c'est une première observation. La deuxième, alors, c'est j'aurais aimé, si cela vous était possible, de nous fournir une illustration précise d'un projet de développement ou d'une action de développement réalisée au titre d'un parc national, pour voir quel a été l'impact, si vous voulez, de la présence du parc national dans le milieu dans lequel il a été implanté. J'avais cru comprendre qu'à une époque, en tout cas, les habitants de la région qui étaient impactés par le parc national, au moins certains d'entre eux, étaient en opposition, parce que l'implantation d'un parc entraîne des contraintes. Je crois savoir, enfin, il me semble me souvenir que dans le parc national de la Vanoise, qui est le parc que j'ai fréquenté pendant un certain temps, il y avait certains types de contraintes qui étaient imposées aux agriculteurs.
et certains ne les acceptaient pas. Mais corrélativement, j'avais l'impression que la présence du parc, je ne sais pas si ça participait au développement, mais ça paraissait entraîner pour les collectivités locales, une amélioration de leur situation économique. Mais bon, je préférais, si vous pouvez nous donner des exemples, j'aimerais savoir un peu plus précisément, à partir d'un exemple concret, voir ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet. D'accord. Dans le cadre, vous parlez là surtout des parcs nationaux. Or, les parcs nationaux ont au départ eu une gestion beaucoup plus autoritaire, j'allais dire autocratique, Oui. que les parcs naturels régionaux. Et donc, des projets de développement, il pouvait forcément y en avoir, mais c'était beaucoup plus à l'initiative du directeur, qui était au fonctionnaire en général, que dans un parc naturel régional où le pouvoir d'intervention de chaque commune et pratiquement je dirais presque de chaque habitant existe, en tout cas. Donc là, on peut effectivement lancer des opérations de développement. De celle-là, je peux vous en parler parce que j'ajoute encore que dans les parcs nationaux, la vocation première, c'est en train de changer. Mais la vocation première, c'était quand même la protection des espaces naturels. Par exemple, on ne pouvait pas promener son chien sans laisse dans le cœur du parc. Bon, Oui. donc, c'était très, très autoritaire et on ne pouvait pas lancer, évidemment, une action de développement touristique au sein du parc sans une validation compliquée de la part des différentes autorités. Étonnamment dans la zone cœur, enfin, en principe c'était impossible, mais les choses sont en train de changer puisque maintenant les parcs nationaux doivent élaborer une charte à l'image de ce que font les parcs naturels régionaux depuis leur création. Donc c'est en train de changer. Donc là je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner d'exemple sur les parcs nationaux, mais en ce qui concerne les parcs naturels régionaux, je pourrais peut-être trouver un exemple ou quelques exemples qui pour moi ont été remarquables sur par exemple dans le parc naturel du massif des Bauges, toujours dans les Alpes, mais aussi dans la Chartreuse, il y a eu une participation très active, ce n'est pas une action de développement, très active des parcs avec le schéma de cohérence territoriale de la ville voisine, en l'occurrence Grenoble. Ça a été un point fort. De même, en matière de développement économique, plusieurs parcs ont lancé l'idée et la réalisation de zones d'activité intercommunales, ce qui maintenant est assez fréquent. Mais à l'époque où ça s'est lancé pour la première fois, c'était relativement assez novateur. Bon. Et ça, c'était l'initiative du parc. Et pourquoi l'initiative du parc? J'insiste aussi, c'est grâce à la présence de leur équipe de bon niveau qui était capable de lancer des projets de développement. De même, beaucoup de parcs se sont lancés dans les économies d'énergie et le développement de l'éolien. Et donc, ont été des facteurs de développement de l'éolien. Mais j'insiste toujours, avec l'accord absolu des communes avec lesquelles elles travaillaient. Il y a eu aussi même du développement social, pour vous dire que les parcs vraiment s'intéressent à tous les développements, puisque dans le parc de la Brenne, ils ont créé une crèche avec un lieu d'accueil pour les mères de famille, en particulier pour qu'elles puissent faire leurs courses pendant un temps si elles avaient encore un nourrisson qui était à garder. Donc ça, c'est des petites choses qui facilitent grandement la vie, mais qui rendent aussi la vie en milieu rural tout à fait acceptable et en tout cas très confortable, enfin beaucoup plus confortable. Quant au développement touristique, évidemment, là, les exemples sont assez nombreux. Il y en a un que j'ai retenu, mais ce n'est pas en termes de développement, mais il a fait école, c'est le parc d'Armorique, qui a été l'un des premiers à travailler sur la surfréquentation touristique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a trop de monde, ça écrase complètement le sol et ça crée
c'est un moyen de lutter contre, enfin, c'est un moyen de diminuer la diversité, la biodiversité important. Et donc, c'était l'un des premiers à se lancer dans les moyens de lutter contre la surfréquentation. Il y a aussi une réserve naturelle, enfin, beaucoup de parcs ont des réserves naturelles, mais il y a la réserve naturelle de Scandola en Corse, dans le parc naturel de Corse, qui est une réserve absolument merveilleuse. D'ailleurs, je crois qu'elle est mondialement connue, parce qu'ils ont réussi en particulier à faire renaître complètement les essaims de poissons grâce simplement à la protection sur quelques kilomètres carrés, pas plus, d'un espace protégé le long du littoral. C'est l'un des exemples qui, moi, m'a beaucoup frappé. J'insiste aussi, pour être plus proche de chez nous, sur le parc des Landes de Gascogne, qui avait créé des classes vertes, qui avait créé la descente de la Laire en pirogue, qui avait été l'un des premiers à faire une maison du parc à Belin-Bellier, qui s'est ensuite, en fait, c'était un truc qui s'est beaucoup développé, et qui a été aussi le fer de lance, enfin le réalisateur du musée de Marquez, qui est un musée tout à fait extraordinaire, l'écomusée de Marquez, que je vous conseille de visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est vraiment un exemple remarquable de montrer le caractère vivant d'un territoire dans son passé, si j'ose dire. En plus, il est absolument magnifique, c'est un aérial absolument splendide, même s'il a été reconstitué, c'est pas ça qui est important, mais c'est vraiment un aérial que je crois remarquable. Voilà, je vous ai donné quelques exemples qui, moi, m'ont frappé, mais je ne pourrais évidemment pas vous en donner pour les parcs nationaux, parce que je les connais quand même déjà beaucoup moins, et qu'au départ, ce n'était pas leur objet de faire des actions de développement économique. Je regrette simplement de n'avoir pu, j'ai oublié de le faire, mais d'inviter spécialement à notre réunion André Clingebiel, qui a été partie prenante pour le parc des Landes de Gascogne. Absolument. Mais je crains malheureusement qu'avec les problèmes de son que nous avons ce soir, il n'ait pas pu profiter pleinement de ce que vous avez dit. Je suis désolé que mon ordinateur ne soit pas suffisant. Si j'avais su, j'en aurais acheté un pour l'occasion. Mais bon, la prochaine fois, ça ne s'en produira pas. Moi, j'avais entendu parler de quelque chose qui avait été fait dans le Val-de-Marne. Ils avaient essayé de développer un projet, mais je ne sais pas si ça avait abouti, pour les personnes à mobilité réduite. Et ils avaient essayé de faire tout un projet à ce niveau-là. C'était le programme Équal, ou je sais pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Je ne connais pas le projet parce que dans le Val-de-Marne, vous dites, oui, c'était un parc, c'était peut-être le parc de la Montagne, non, c'est peut-être le parc du... Je ne sais pas. C'est le Conseil général du Val-de-Marne qui avait organisé ça et j'avais trouvé ça génial. Ah mais oui, d'accord, vous êtes le ça Conseil avait général, abouti ou pas. c'était indépendant du parc, non? Je ne sais pas. En tout cas, la mobilité est un terme aujourd'hui qui est un sujet aujourd'hui dont les collectivités se sont vraiment saisies, et notamment d'ailleurs celle de Bordeaux. Mais les actions en faveur de la mobilité, et notamment dans ces zones rurales dans lesquelles le problème se pose de façon très aiguë, je ne dis pas été résolu, mais en tout cas, des solutions ont été proposées pour que la mobilité soit facilitée dans ces territoires. Il est vrai que quand un jeune cherche un emploi et qu'il doit se rendre à 30 km de là et qu'il n'a pas même une mobilette, c'est extrêmement difficile. C'est ce genre de problème très pratique qu'il faut pouvoir résoudre et pour lesquels les parcs sont vraiment à la pointe. C'est en ce sens que je pense que ce sont des instruments d'une très grande utilité et d'autant plus grande utilité que leur système de proposition et de décision est, à mon avis, remarquable. En tout cas, il y a une évolution énorme. On se rend compte que tous ces territoires sont importants et nécessaires. Et enfin, on s'en occupe, quoi. Voilà, enfin on s'en occupe.
Mais j'insiste aussi sur le fait que… Il y a une grande évolution d'état d'esprit quand même. Ah oui. Mais j'insiste sur le fait que les parcs ont l'immense avantage d'avoir une équipe dédiée et une équipe dédiée de haut niveau, dédiée au développement et à la valorisation du patrimoine, qui est vraiment remarquable d'une façon générale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, moi, j'en ai pas. En tout cas, je vous remercie infiniment, vraiment. C'était très instructif. Je vous remercie. C'est très aimable de votre part. C'était un peu dommage que le son ne soit pas au rendez-vous. J'en regrette. Je vous prie Une d'excuser à prochaine nouveau. fois, on organisera ça encore mieux. Mais je m'arrangerai pour que ça ne se reproduise pas, en tout cas. En Bon. tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous parler et à répondre à vos questions. Et pour tout vous dire, à reparler des parcs, parce que ça fait 10 ans que je les ai quittés. Et donc, ça m'a fait aussi très plaisir. Donc, je vous remercie de votre invitation et de votre écoute. Ben, c'est nous qui vous remercions. Très bonne soirée à tous. Merci. Et je vous signale donc que le 8 avril à 20h, nous aurons une conférence sur la j'arriverai pas à le dire, tiny house, c'est-à-dire des petites maisons en bois. Et la question, c'est pourquoi choisir de vivre dans moins de 20 mètres carrés? Donc, on est loin des grands parcs. Et ça sera à 20h avec 2 intervenants. Il y aura Jonathan Benabed, qui est graphiste et réalisateur, et Yunae Tchuka, qui est illustratrice et storyboardeuse. C'est-à-dire qu'elle raconte des histoires sur le tableau. Oh ben, dis donc. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, au 8 avril. Et puis, merci beaucoup, Monsieur Gaston-Ville. Avec plaisir. Et à très bientôt à tous. Au revoir. À très bientôt.